nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants. En majorité, des juifs de divers pays d'Europe. Soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Auschwitz, Birkenau, 1940-1945. La Shoah, son horreur, son implacable méthode et ses visages. Des enfants, des femmes, des hommes, anéantis par la solution finale voulue par les nazis. Et face à eux, les visages des nouvelles générations. Pendant 2 jours, 120 lycéens des Hauts-de-France découvrent Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d'extermination nazi. J'aimerais bien garder une trace, m'en souvenir le plus longtemps possible parce que c'est un sujet hyper important. Ça nous met dans une dimension terrible et horrifique. Forcément, on se rendait pas compte et que c'est fort, c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose d'horrible. La vérité vue de leurs propres yeux pour enrichir un travail scolaire de plus d'1 an. Développer la tolérance, lutter contre les discriminations et plus que tout, un devoir, devenir les nouveaux passeurs de mémoire. Ce voyage mémoriel commence à Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne. Nous sommes dans le quartier Kazimierz, la ville de Kazimierz, fondée au XIVe siècle. Kazimierz, l'ancien quartier juif de la ville, l'épicentre d'une culture pendant des siècles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été épargnée par les bombardements nazis, les vies juives, quant à elles, ciblées pour être exterminées. Tout ce qui était lié avec la religion et la culture juive, ça c'était détruit. Les bâtiments de synagogue, il y en a 7, étaient dépouillés de toute décoration, des lieux de culte. Et puis il y a des ponts communs aussi entre l'histoire des Hauts-de-France et la Pologne. Pas seulement des Juifs, vous le savez, une immigration polonaise extrêmement importante. Et parmi ceux-là aussi, des Juifs, des familles juives qui vont être aussi les victimes des rafles dans le bassin minier et à Lille. Donc vous voyez, il y a une continuité historique qui donne plein de sens, une justification à notre venue ici à Cracovie pour prendre la mesure de ces différents ponts historiques et humains. Historiques et humains. La visite mène les lycéens au cœur d'une des 7 synagogues. La synagogue Rémou et son ancien cimetière, profanés par les nazis. On est confronté à véritablement ce qu'est l'essence même d'un génocide. Non seulement la mort, la mise à mort, mais aussi l'effacement et la destruction des individus, de leur histoire et de leur mémoire. D'une certaine manière, avec vos travaux, vous faites non seulement œuvre d'historien, mais aussi vous réparez quelque part ce que ces hommes, ce que ces nazis avaient voulu effacer de l'histoire de l'humanité. Au sud de Cracovie, le quartier de Podgórze et son ghetto, créé en 1941, là où les Juifs étaient regroupés. Les conditions de vie étaient tragiques. Imaginez un appartement de 50 mètres carrés, 25 personnes devaient vivre là-bas. Des ghettos polonais, les Juifs sont déportés vers les camps d'extermination. On ne dirait pas à premier abord qu'il y a eu un massacre et un ghetto. Et puis après avoir vu toute cette histoire, ça fait un petit coup quand même. On ne le voit que par les différents mémoriaux qui sont aujourd'hui existants. Mais sinon, en soi, on ne le voit pas. On voit des places où ça peut être très chouette en été, où il peut y avoir des fêtes, tout ça. Mais après, on ne voit pas forcément encore aujourd'hui. C'est très impressionnant d'un côté parce que on sent direct ce qui s'est passé ici et quand on apprend l'histoire, c'est encore plus touchant. Peu de traces subsistent aujourd'hui du ghetto. Ce monument aux chaises rend hommage aux Juifs qui ont dû tout abandonner. Reste à imaginer, sur cette place, la sélection nazie pour la déportation. Le plus connu des camps, celui d'Auschwitz, à 1h30 de quart de Cracovie. D'abord le camp 1, celui de concentration. Première confrontation avec l'horreur pour les lycéens, cette entrée tristement célèbre. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Une fausse promesse. Aujourd'hui, on est en territoire polonais, mais en 1940, quand les nazis décident de créer ce camp de concentration, on se trouve sur le territoire du Reich, parce que cette région, elle a été annexée. Y seront déportés d'abord des Polonais, puis des résistants, des intellectuels, des homosexuels, des tziganes et des juifs. Il faudra distinguer l'histoire du site du musée que vous allez découvrir
dans les blocs un musée qui est pour l'essentiel consacré à la Shoah et donc au sort subi par les Juifs, notamment à Birkenau, plus spécifiquement à Birkenau. Face au bloc, au mirador, au barbelé, les visages se tendent. La réalité prend forme. Tous les lycéens sont volontaires pour ce voyage au cœur d'une des parties les plus sombres de l'histoire. Auschwitz va très vite s'imposer comme le lieu principal où doit être mise en œuvre cette politique d'assassinat systématique des Juifs. Pour cette raison, Auschwitz se trouve au cœur de l'Europe. 1 300 000 personnes ont été envoyées ici à Auschwitz. Sur ces 1 300 000 personnes, 1 100 000 Juifs. Et ils venaient de partout. De France, 69 000 Juifs. De Belgique, on reverra les chiffres dans un instant, 25 000. On est obligé, quand on vient du Nord-Pas-de-Calais, d'évoquer aussi ce qui s'est passé en Belgique, puisque vous le savez, les Juifs arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais ont été déportés de Belgique. Aujourd'hui, chaque bloc sert de musée. Sur les murs, des photographies retracent les déportations, les vies arrachées à leur foyer, la terrible sélection nazie, le chemin vers la mort. Tout ce que j'ai appris, voir rien que le fait, les images, tous ces objets disparus par les Juifs qui ont été emmenés par des Allemands nazis, ça me choque. Ça permet d'illustrer tout ce qu'on voit dans nos programmes d'histoire et je pense que c'est vraiment important de voir ce qui s'est réellement passé et de se rendre compte de la gravité de l'être humain en fait. On se dit comment on a pu en arriver là. Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter, comme un avertissement. Viennent ensuite les objets confisqués à l'arrivée des déportés. Des valises, des chaussures, parfois d'enfants, des lunettes, des béquilles. Une façon de rendre une humanité aux personnes exterminées. Les chaussures, ça nous montre le nombre des gens qui étaient exterminés. Et pour ce qui est des cheveux, en fait, ça montre un peu la violence qu'il y a eu derrière ça. En fait, que même après qu'ils sont morts, ils se sont fait couper les cheveux, arracher les dents en or et tout. Le rapport à l'horreur s'intensifie. Ces lycéens mettent des visages sur les victimes de la solution finale. Sous ces portraits, la date d'arrivée à Auschwitz et la date de mise à mort, en majorité un temps très court. Je pense qu'ils sont assez impressionnés par ce qu'ils voient aujourd'hui. Et à la fois, je pense qu'ils se faisaient des idées et ils sont un peu chamboulés. Ils posent beaucoup de questions et ça, c'est quand même assez... c'est plutôt bon signe. Et je pense que la muséographie elle fait bien son travail, c'est-à-dire qu'on voit des traces avant, des choses très concrètes, des valises, des souliers, des cheveux. Là, on a des visages, on a des regards, et des regards qui parfois en disent très long sur le vécu des gens, sur ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là. C'est un cliché qui est vraiment des clichés qui sont vraiment glaçants. Seulement 80 ans séparent ces adolescents de la Shoah. Au cœur du camp, un bloc est dédié à la déportation française. Chaque convoi inscrit, chaque déporté recensé et chaque mort additionnée. Le nombre de déportés et le nombre de personnes gazées à la RD est identique. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des convois, le nombre de personnes qui étaient sélectionnées pouvait varier en fonction des besoins de main-d'œuvre des nazis. Pour certains convois, c'était la quasi-totalité qui était immédiatement exterminée. Certains noms de déportés français à Auschwitz sont connus, comme Simone Veil. Pour beaucoup, des anonymes, ou presque. Ces adolescents travaillent sur les déportés de la métropole lilloise, du bassin minier, du Boulonnais. Non, on a une liste de 54 déportés qui sont partis de Boulogne-sur-Mer et on essaie de les tracer et du coup on cherche des photos parce qu'il y en a qu'on n'a pas retrouvées. Car l'histoire de la région s'écrit aussi parmi ces blocs. De toutes les rafles présentées, celle du 11 septembre 1942, la plus importante du Nord-Pas-de-Calais. On estime à environ 600 le nombre de personnes qui ont été arrêtées, mais je vous rappelle que certains d'entre eux parviennent à sortir de la gare, soit par leurs propres moyens ou avec l'aide des cheminots. Et donc, au total, ce sont 513 juifs arrêtés à Lille pour environ 150 d'entre eux, dans le bassin lensois pour un peu plus de 300, puis ensuite à peu près une soixantaine dans le Valenciennois et une quinzaine dans le Louaisie. Parmi les personnes qui ont été arrêtées, vous avez par exemple Fanny Baran, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler.
Fanny Baran, qui avait été arrêtée avec ses 2 enfants à son domicile lillois, emmenée sur le quai de l'île Fives. Et sur le quai, elle va confier son fils aîné à sa nourrice, qui elle n'était pas juive et qui va réussir à sortir de la gare avec le fils aîné. Et son petit bébé, qui n'était alors âgé que de quelques mois, elle va le confier à des infirmières de la clinique qui se trouve à proximité de la gare. Et ces infirmières, elles vont cacher le petit Michel dans un sac à dos, profiter du bruit provoqué par une locomotive qui était en train de manœuvrer à l'intérieur de la gare pour sortir cet enfant et le cacher dans la clinique jusqu'à la fin de la guerre. Fanny, elle, en confiant ses enfants, elle désobéit. Elle a été arrêtée avec ses enfants, elle est censée monter à bord du train avec ses enfants. En les confiant à la nourrice et à ses infirmières, elle résiste. La nuit tombée, la visite du camp de concentration s'achève avec la découverte d'une chambre à gaz. La seule, encore debout sur Auschwitz. Juste à côté, les fours crématoires qui servaient à brûler les corps des déportés. La bascule vers l'extermination. Le lendemain, à 3 km du camp 1, Birkenau, l'effroi. La visite débute par la Judenrampe. On voit cette ligne de chemin de fer, cette voie ferrée, et puis ce wagon à bestiaux. Pour mener ce meurtre de masse, ce crime de masse, il y a une énorme logistique qui a été mise en place et qui atteste de la rationalisation du crime. D'abord les trains de voyageurs, puis les wagons à bestiaux, pour des vies destinées à l'abattoir selon l'idéologie nazie. L'un des avantages, l'un des intérêts d'utiliser des wagons à bestiaux, c'est qu'on peut y entasser une centaine de personnes environ. Il y a une raison très pratique, c'est qu'à partir du moment où les portes d'un wagon de marchandises ou d'un wagon à bestiaux ont été verrouillées, il est impossible de les ouvrir de l'intérieur. Il y a aussi cet aspect-là, la volonté d'humilier, la volonté de déshumaniser. Pendant longtemps, des rescapés accompagnaient les lycéens. Des témoignages indispensables, authentiques, pour expliquer ces crimes. Aujourd'hui, si beaucoup ont disparu, d'autres ne peuvent plus se déplacer. Pourtant, leur parole demeure à jamais. Je vais donner la parole à Ginette Kolinka, en utilisant mon téléphone portable évidemment. Lorsqu'elle témoigne, eh bien Ginette insiste énormément sur les conditions du voyage. Et maintenant, ça y est, le train est arrivé à destination. Les portes vont être déverrouillées. Un moment super agréable. Un air vif, froid, très très froid, va pénétrer dans le wagon, alors que dans ce wagon, c'était une puanteur affreuse. Des gens qui ne se sont pas lavés pendant 3 jours, des gens qui ont fait leurs besoins, et à un moment donné, la tinette était pleine. Ceux qui étaient assis à côté, dès qu'il y avait une secousse, recevaient des éclaboussures. Donc imaginez l'odeur, on ne s'est pas lavé, on a fait sous nous une puanteur dans ce wagon. Ginette a aujourd'hui 100 ans et témoigne encore inlassablement. Des centaines de milliers de juifs ont été déportés ici. La sélection se faisait sur ce quai. Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit, avant même l'ouverture des portes. Nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis les projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement, la scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et la majorité, 900 000 personnes, a été tuée, gazée dès leur arrivée. Cette usine de la mort s'étendait sur 175 hectares. Des baraquements, des latrines existent encore. Ça m'affecte beaucoup en regardant tout ça. On peut voir des bâtiments qui étaient là il y a un moment maintenant et qui a montré cette erreur humaine. Personnellement, je suis très affectée par cela parce que je ressens énormément de tristesse, ça me donne des petits frissons et une boule au ventre dès que je suis ici, donc voilà. Alors ici on est dans un baraquement en bois, donc c'est ceux où les juifs dormaient pendant leur camp, pendant les camps pardon.
Et c'est très impressionnant le système de chauffage ou même les lits. Et même par rapport aux besoins, tout ça, c'était très sale. C'est assez impressionnant. On te voit prendre beaucoup de notes. Le but pour toi, c'est quoi en fait? C'est de garder aussi une trace? Ouais, j'aimerais bien garder une trace, m'en souvenir le plus longtemps possible parce que c'est un sujet hyper important. Ça marque l'histoire. Jusqu'à 700 personnes pouvaient vivre entassées sur ces lits superposés. En janvier 1945, le camp est libéré par l'armée rouge. Cependant, elle ne trouve que peu de traces des chambres à gaz. Nous sommes à côté de la chambre à gaz numéro 3 qui a été détruite par les nazis pour effacer les preuves à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien la structure. Même s'il a été détruit, on comprend l'histoire à travers ces ruines. Je dis que tout ça, c'est à cause de la haine. C'est des lâches aussi. Ils faisaient ça à côté de la guerre. Donc je suis en colère aussi à cause de ces hommes. La plupart refusèrent d'exécuter cet ordre et soudain, ce fut comme un chœur. Ils commencèrent tous à chanter. Le chant emplit les vestiaires entiers. L'hymne national tchèque, puis la Hatikva entière. Elle nous expliquait que, arrivé ici, on enlevait des vêtements et les victimes devaient retenir leur numéro pensant qu'ils devraient prendre juste une douche. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont fini par être exécutés par les SS, les Allemands, les nazis. On entend encore leurs esprits chanter l'hymne national tchèque. À l'apogée de ces opérations d'extermination, les SS pouvaient gazer jusqu'à 6000 personnes par jour. Des chiffres glaçants pour les lycéens. Puis face aux ruines des chambres 4 et 5, la réalité devant leurs yeux, bien plus difficile à assimiler que dans les livres. On pense souvent que la plupart des Juifs ils étaient éliminés dans les chambres à gaz, mais on a vu que souvent c'était directement à l'arrivée du camp qu'ils étaient fusillés. Et par exemple, moi je pensais pas que c'était autant horrible, qu'ils avaient des conditions. Je savais qu'ils avaient des conditions horribles, mais je pensais pas à ce point-là. Ça leur permet déjà de visualiser les choses et puis de réinsérer le travail qu'ils ont pu faire, en fait, par rapport au parcours individuel de ces Juifs de Lens qui ont été déportés, de les réinsérer, si tu veux, dans cette logique génocidaire. Notre objectif, c'est que ils témoignent eux-mêmes de ce qu'ils ont pu voir, qu'ils présentent ces parcours individuels à leurs camarades au sein du lycée. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on veut aussi, ils seront en quelque sorte des passeurs de mémoire, effectivement. Dernier baraquement visité, celui où les déportés étaient tatoués avec leur matricule. Ils ne sont plus des humains, mais des chiffres. Aujourd'hui, le site est réaménagé avec le visage de victimes. Des portraits de couples, d'enfants, des clichés de leur vie avant l'horreur. Le moyen de ramener l'humanité au centre de ce massacre. Mady Dorchibriand, vous êtes conseillère régionale déléguée au devoir de mémoire. Pourquoi est-ce que c'est important pour la région d'organiser un tel voyage depuis déjà maintenant 1996 ? Effectivement, c'est un voyage qui est important pour les lycéens. On l'a vu, c'est une manière pour eux de travailler sur les notions de discrimination, de racisme, d'antisémitisme. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité parce qu'on voit qu'on a sans arrêt des actes antisémites. Donc ils font un vrai travail en lien avec les rectorats, évidemment. Donc c'est un vrai travail académique, et si je puis dire. Mais donc ils travaillent en première pour partir en terminale. Mais on voit, moi, la première fois que j'ai fait ce voyage, il y a un lycéen qui est venu me voir et qui m'a dit « Madame, on est légitime maintenant pour réagir contre toutes les formes de discrimination ». Et j'ai dit là, on a vraiment atteint le but, parce que il faut aussi qu'ils comprennent ce qui s'est passé ici, parce que c'est une horreur, quoi. Je veux dire, on ne peut réaliser ce qu'il s'est passé qu'en étant sur les lieux. On l'a vu aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure du silence, mais c'est un silence qui est pesant. On sent toutes ces personnes qui ont été exterminés, qui n'ont pas vécu que quelques secondes ici. Ils sont partis directement vers les chambres à gaz et les fours crématoires. Mais
vous avez vu, on a eu des lycéens qui étaient dignes, qui ont pleuré, donc beaucoup d'émotions chez les lycéens parce qu'ils se rendent compte aussi de l'horreur et de ce que la haine de l'autre peut provoquer. Je me tourne justement, vous parliez donc de ceux qui vous accompagnent, le mémorial de la Shoah, Académie d'Amiens, Académie de Lille. Je me tourne vers Stéphane Henry. Vous êtes donc inspecteur d'académie, vous êtes également référent mémoire et citoyenneté de l'Académie de Lille. Madi Dorchi disait les lycéens qui pleurent, qui se rendent compte. Comment est-ce qu'ils se préparent avec leurs professeurs à ce moment ? Alors l'émotion est importante, mais en même temps, les élèves ont besoin de connaissances, de savoir pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et donc, l'encadrement pédagogique des professeurs est essentiel. Les professeurs sont donc formés eux-mêmes, puis ensuite, charge à eux, en classe, dans le cadre de clubs, entre midi et 14h, de former les élèves, de faire en sorte qu'ils puissent avoir des connaissances et comprendre les lieux complexes que nous avons visités durant ces 2 jours. Et après ces 2 jours, comment va se passer la suite du travail et de la transmission de mémoire ? Alors l'idée d'envoyer 6 élèves dans ce voyage d'études, c'est que ce sont 6 élèves ambassadeurs. Et donc concrètement, dans les lycées, les élèves vont mener un véritable travail de restitution. Ils vont faire rayonner les connaissances qu'ils ont acquises, l'expérience, Madame Dorchi l'a dit, l'expérience particulière qu'ils ont vécue. Et donc, ils vont organiser des soirées, événements, ils vont organiser des restitutions, ils vont passer dans les classes pour faire savoir, transmettre cette mémoire de la Shoah à leurs camarades de lycée. Madi Dorchi, au départ de ces voyages, il y avait des survivants de la Shoah qui sont maintenant malheureusement pour beaucoup décédés. C'est faire avec ce voyage de ces élèves les nouveaux passeurs de mémoire. Et effectivement, la mémoire vivante n'est plus là. Donc c'est vraiment faire des ambassadeurs, des passeurs de mémoire. Alors c'est une fonction qui est lourde quand même, c'est une charge qui est lourde pour eux. Mais c'est justement, Monsieur Henry disait tout à l'heure, vous lui posez la question de quelle restitution serait faite. Nous organisons aussi à la région une grande restitution parce que l'objectif, c'est effectivement que ces jeunes-là qui sont venus parlent à leurs camarades, parlent à leur famille, parlent à d'autres établissements pour qu'on puisse, effectivement, on en touche que 120 pour aussi des questions de budget, mais l'idée c'est d'en toucher le plus possible et ils se sentent vraiment investis d'une mission. On a fait l'année dernière une grande restitution à l'hôtel de région à Lille et ils ont fait un travail qui était extraordinaire avec des panneaux, des films. Certains ont voulu faire des restitutions à travers des concerts. Ils choisissent leur forme de restitution. Ça aussi c'est important parce que je me dis moi toutes les restitutions et parler de la mémoire a toutes les grilles de lecture. Donc quelqu'un peut parler de la mémoire à travers la musique, à travers de l'art, et c'est ce qu'ils font à travers la grande restitution qu'ils font, parce qu'ils veulent toucher vraiment le maximum de leurs camarades, de leur famille. C'est vraiment l'objectif. Je vous remercie énormément tous les deux et on le sent énormément, cette émotion ici à Auschwitz-Birkenau. Ces lycéens rejoignent désormais plus de 2000 autres élèves nordistes qui ont arpenté ce lieu, symbole de l'idéologie nazie. Toutes les filières scolaires y sont représentées, avec une équité entre les rectorats de Lille et d'Amiens. 120 nouveaux témoins, bouleversés immédiatement par ce voyage. Comment assurer la continuité de la transmission de la mémoire? Nous savons que nous sommes les dernières générations qui aura la chance d'échanger avec les derniers rescapés de la Shoah. Et donc comment assurer le fait que cette transmission marquera toujours autant? La question c'était, vous avez dit que c'était important de parler, donc ça c'est ce qu'on va faire, mais les émotions qu'on a ressenties pendant les 2 jours, on ne peut pas les partager, on ne peut pas les expliquer aux autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais qu'il y a plein de moments où j'ai mis les larmes aux yeux et que je suis un peu dit ce truc bête, c'est de dire que je me sentais coupable d'être vivante alors que eux ils s'étaient pas. D'un côté je suis sûre de pouvoir moi aussi porter leur mémoire, notre vie, mais pourquoi eux? Cette rencontre avec l'histoire se conclut par une cérémonie hommage. 20 roses, une par établissement présent, déposées sur la stèle en l'honneur des victimes de la Shoah. 120 lycéens marqués à tout jamais par ces 2 jours, ils sont désormais les nouveaux passeurs de cette mémoire.